Merci Monsieur le bâtonnier, cher Abderrazak Kilani. Je voudrais bien sûr d'abord remercier le collectif des associations pour la démocratie et les droits de l'homme en Tunisie d'avoir organisé cette réunion sous la houlette et l'impulsion du bâtonnier Abderrazak Kilani. Euh, c'est pour moi bien sûr un honneur de m'exprimer devant vous en représentation de Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, avec le soutien, je le dis, tant du bâtonnier de Paris, Pierre Hoffman, que de la présidente de la Commission internationale, la bâtonnière Marie Perron, qui m'avait dit qu'elle aurait voulu pouvoir venir. Elle est aujourd'hui à Vienne avec la présidente Julie Couturier, raison pour laquelle elles ne peuvent pas venir personnellement. Je le dis aussi, je crois que je serais venu à cette réunion quoi qu'il arrive, puisque Abderrazak Ilani m'avait informé de cette réunion et j'avais bien noté dans mon agenda de venir dès mon retour d'Istanbul, puisqu'hier j'étais à Istanbul à assister au procès d'avocats qui sont poursuivis, comme trop souvent les avocats le sont quand ils se montrent indépendants. J'ai un petit reproche à faire, parce qu'il est déformant. C'est vrai que je suis un avocat français, c'est vrai que je suis avocat au barreau de Paris et que je représente le Conseil national des barreaux. C'est un reproche amical. Le soutien des avocats français à leurs confrères tunisiens, c'est le thème qu'on doit aborder ce matin. Vous allez comprendre le sens de mon propos. Ce ne sont pas les avocats français qui soutiennent leurs confrères tunisiens. Ce ne sont pas les avocats de France. Ce sont les avocats du monde. Et pour le comprendre, il faut que je vous dise quelque chose, que je vous raconte une histoire brève, je vous le promets. Je suis allé souvent en Tunisie depuis bientôt maintenant une vingtaine d'années, quand des avocats ou des journalistes ou parfois même des magistrats étaient poursuivis pour avoir été simplement indépendants. Et il se trouve que j'étais, après les événements de la fin du mois de décembre 2010, j'étais à Tunis entre le 5 et le 10 janvier 2011. J'étais à Tunis pour assister notamment en qualité d'observateur et d'ami des avocats tunisiens aux réunions des avocats qui demandaient à ce que les manifestations puissent se dérouler dans le calme, sans répression, sans tour de vis ni tour de force. Et j'étais donc, en ma qualité de représentant, notamment du Conseil national des barreaux à cette époque, dans le bureau d'un certain Abderrazak Kilani, bâtonnier de Tunis. Et il y avait quelque chose d'assez remarquable, je le dis, même si c'est indiscret, dans son bureau, il y avait face à lui son invité, c'était donc ma personne, et sur sa droite, un fax. Et ce fax, je suis désolé, je révèle peut-être un secret, ce fax débitait en permanence ce jour-là des lettres du monde entier, du monde entier. Des avocats français, bien sûr, des avocats allemands, des avocats de Belgique, des avocats de Suisse. Je me souviens d'une lettre du président de la Law Society of England and Wales, du monde entier, qui manifestait à ce moment-là le soutien des avocats du monde à la démarche des avocats quand ils demandaient à pouvoir voir les avocats de Tunisie être indépendants et, disons, immunisés contre toute forme de violence quand ils réclamaient la démocratie et le droit. Voilà quel est le reproche que je fais. Ce ne sont pas les avocats français, ce sont les avocats du monde entier qui soutiennent la Tunisie. Et c'est vrai que dans mon engagement personnel, je représente aujourd'hui le Conseil national des barreaux, mais aussi l'Union internationale des avocats, qui est une organisation qui, j'y reviendrai dans un instant, est une organisation qui a pour objet, depuis des dizaines d'années et bientôt un siècle, d'assurer cette indépendance quand les avocats sont menacés. Quelle est l'idée derrière cela? Nous croyons dans l'indépendance, nous croyons dans le rôle de l'indépendance dans nos institutions démocratiques. Nous avons besoin d'indépendance.
Nous avons besoin d'indépendance et s'agissant de la justice, parce que l'indépendance, c'est l'indépendance des journalistes, c'est la liberté d'expression de celui qui, dans son fort intérieur, veut pouvoir dire qu'elle est en indépendance, son point de vue. S'agissant de la justice, nous pensons que les magistrats doivent être indépendants, bien entendu, mais surtout que cette indépendance du magistrat ne peut s'exercer véritablement que lorsqu'il a face à lui un professionnel capable de tout dire, même ce qui est désagréable, même ce qui est difficile à dire, capable de tout dire pour que le magistrat, à son tour, puisse exercer son office en ayant considéré toutes les options. Et c'est pour cette raison que nous croyons fortement que les avocats doivent pouvoir dire tout ce qu'il y a à dire, et parfois même, et c'est peut-être désagréable pour le simple citoyen, voire même sa liberté d'expression encore renforcée par rapport à celle des autres citoyens. Il y a des choses que certains ne vont pas dire, un avocat doit pouvoir le dire. Et c'est le sens des quelques textes internationaux qui parlent du rôle de l'avocat et du rôle du barreau. Je ne vais pas être très technique, mais sachez simplement que l'Organisation des Nations Unies, réunie à La Havane en 1992, en Assemblée générale, a défini ce qu'est un avocat, ce qu'est le rôle du barreau, et de dire alors que l'avocat doit, en toutes circonstances, bénéficier d'une liberté d'expression, en particulier quand il est question de parler de la marge des institutions et de l'indépendance de la justice. Ça doit pouvoir inclure que l'avocat puisse dénoncer la situation quand un magistrat ou la magistrature ou l'institution se révèle défaillante. Et c'est vrai que c'est mon parcours personnel que d'avoir été aux côtés des avocats de Tunisie quand il s'est agi de réprimer au cours de l'année 2007 et 2008 les insurgés de Soliman et qu'il y avait des avocats qui étaient en difficulté. Quand il a fallu suivre les procès des bassins miniers, notamment de Redeyef et de Gafsa, et d'être donc à côté de ceux qui allaient de Tunis à Gafsa pour défendre ces syndicalistes, et donc notamment le regretté Chokri Belaïd, d'être en 2011, quand les avocats n'étaient pas en difficulté, parce que le barreau de Tunisie est un barreau formidable, mais c'était important pour nous, avocats du monde, d'être aux côtés des avocats tunisiens quand ils étaient dans leur rôle. Et puis ensuite, le président Monsef Marzouki était aux affaires, aux côtés des avocats de la défense et de la partie civile, dans le cadre des procès dits des martyrs de la Révolution. Et puis aujourd'hui, quand Ayad Jazar et Ayoub Demsi, Ayashi Amami, des magistrats, parce que nous sommes aussi inquiets quand des magistrats sont poursuivis pour avoir été magistrats et pour avoir décidé des choses qui déplaisent au pouvoir. Quand Noureddin Biri, Rida Bellage et Abderrazak Kilani sont poursuivis. Nous sommes, et aujourd'hui malheureusement, je le dis, s'il fallait toutes les citer, on parle de plusieurs dizaines d'avocats qui sont poursuivis et inquiétés en Tunisie. La situation est particulièrement aujourd'hui dégradée. Alors qu'avons-nous? Pourquoi suis-je présent ici à une réunion dans laquelle on parle de prisonniers politiques, d'impunité? Qu'est-ce que je fais ici? Le reproche souvent qu'on fait aux organisations que je représente, quand ils viennent en Tunisie, mais quand ils viennent en Turquie, quand ils viennent dans tout pays dans lequel un avocat est poursuivi, on va chercher à démonétiser le rôle de l'avocat en disant « vous avez affaire non pas à un avocat, mais à un homme ou une femme politique ». Et comme il agit en homme ou en femme politique, comme il n'est plus avocat, comme elle n'est plus dans son office, cette femme qui est avocate, vous n'avez plus de légitimité à la défendre, puisque vous, avocat, vous devez défendre seulement les avocats et pas les hommes et les femmes politiques. Rida Bellage ou Noureddin Biri, ce sont des avocats, mais ce sont aussi des hommes politiques. Et je vous ai dit que l'avocat pouvait, et dans un sens, doit avoir un engagement politique. Mais au-delà, ce reproche, pour moi, il est particulièrement
non fondée, parce que précisément notre conviction, c'est que l'indépendance est un engagement politique, au risque du paradoxe, puisque on pourrait dire ben, l'indépendance, c'est l'abolition de toute conviction. Nous pensons que l'indépendance, c'est la liberté d'avoir des convictions, c'est la liberté de les exprimer, et parfois même de les exprimer fort. Et ça veut dire aussi qu'on accepte l'idée qu'un avocat puisse avoir des idées, même parfois extrêmes. Ça fait partie du champ des possibles. Et ce n'est pas parce qu'un avocat n'est pas extrémiste qu'il ne sera pas susceptible d'être poursuivi. On le voit dans tous les domaines. Je rentre de Turquie où les avocats pour lesquels j'ai assisté à leur procès, on leur reproche d'être proches d'un mouvement terroriste, en l'occurrence le PKK. Qu'est-ce qu'on leur reproche fondamentalement? C'est d'être kurde et de trouver que le PKK est une option possible. Et mouvement qui se réfugient aujourd'hui dans la lutte armée, certes qualifiés comme terroristes, mais la conviction d'un avocat, dès lors qu'il ne lui sombre pas dans la violence, est une conviction qui doit être entendue parce que ça fait partie de son indépendance. L'indépendance est un engagement politique. L'indépendance, je le pense et nous le pensons, est un programme démocratique, un programme politique. Et dès lors que ce n'est pas un engagement à caractère seulement politicien, mais une idée politique, une idée de ce que doit être le monde de nos institutions. Il est important pour nous de nous engager pour le défendre. Monsef Marzouki, Monsieur le Président, vous avez dit à l'instant, car même si je ne comprends pas l'arabe, grâce à la sollicitude de mon voisin, j'ai pu comprendre certaines choses que vous avez dites. Vous avez expliqué que la crise de Gaza nous avait fait parfois un peu oublier sur le terrain ce que le problème actuel est très fort que rencontre la Tunisie. Moi, je l'ai senti personnellement. Je l'ai senti personnellement. J'étais au début du mois d'octobre en Tunisie. Le programme était celui de rencontrer avec le bâtonnier Jacques Taquet tout un ensemble de personnalités des institutions tunisiennes, des représentations diplomatiques en Tunisie, le barreau, les avocats bien en cours et ceux qui l'étaient sans doute un peu moins. Et dans la rue, j'ai vu des hommes et des femmes avoir le courage, dans le contexte actuel en Tunisie, de manifester sur l'avenue Habib Bourguiba pour plus de démocratie et plus de liberté, du pluralisme, la cessation des poursuites sur des fondements uniquement politiciens. Et c'était au début du mois d'octobre, et vous savez que notre monde a basculé dans l'horreur après le 7 octobre, quand des civils ont été pris pour cible, et que depuis, le monde revoit des images que l'on n'aurait jamais voulu envisager revoir, alors que aujourd'hui on parle de génocide à Gaza. Et c'est celles et ceux qu'on voyait défiler dans la rue pour plus de démocratie, à juste titre, je le dis, à juste titre, ont défilé non plus pour plus de démocratie en Tunisie, mais pour la cessation de cette hostilité terrible qui sévit au Proche-Orient. La conséquence de cela, c'est que notre monde s'est polarisé. Et j'ai regretté, je le dis, c'est un sentiment personnel, j'ai regretté que, en particulier, le barreau de Tunisie ait, à ce moment-là, renoncé à venir rencontrer les autres avocats du monde à Rome, rassemblés en congrès, quand l'Union internationale des avocats s'est réunie. Le reproche n'est pas un reproche infondé. Ce sont des organisations qui savent mal prendre en compte le point de vue, en particulier, du monde arabe. Mais que se passe-t-il quand les avocats de Tunisie renoncent à venir à nos réunions dans lesquelles nous organisons justement nos solidarités, dans lesquelles les points de vue se confrontent et dans lesquelles nous sommes alors, nos points de vue confrontés, en mesure de prendre toute la mesure de l'histoire? Que se passe-t-il quand nous ne sommes plus unis? Eh bien, simplement, les avocats de Tunisie se retrouvent, je le dis,
Ils ne sont jamais vraiment seuls parce qu'on pense à eux, mais disons moins entourés. Qui gagne quand nous nous sommes plus unis? Qui s'en sort bien quand les avocats ne se parlent plus? Je vous ai dit que je vous reparlerai à l'instant de l'UIA. L'Union internationale des avocats, c'est une organisation d'avocats qui a été créée, figurez-vous, fondée en 1927, mais depuis 10 ans, en 1927, c'était des avocats de toute l'Europe, en particulier, qui s'étaient réunis avec la conviction que ce grand premier conflit mondial de 1914 à 1918, qui a vu tant de morts, aurait pu être évité si autour de la table, on n'avait pas eu des politiciens fondés, réunis autour de principes politiciens, mais bien des avocats qui avaient comme seul programme l'état de droit et la considération d'autrui. Et en 1927, quand on crée l'Union internationale des avocats, c'est pour que les avocats se parlent, précisément pour que les guerres ne se déclenchent pas. Qui gagne quand les avocats ne se parlent plus? Eh bien, ceux qui ont pour programme la violence et le chaos. Concrètement, à ce congrès de Rome, je pense qu'il faut le dire, le grand de Jordanie est venu. Il est venu, il a livré un message justement d'unité pour dire aux avocats du monde, vous devez considérer la réalité de ce qui est en train de se passer à Gaza. Vous devez continuer à nous aider à promouvoir la démocratie dans nos pays. Nous avons besoin de vous et nous avons tous besoin d'être ensemble pour dépasser nos lâchetés, préserver notre indépendance et nous montrer simplement à la hauteur de l'histoire. Merci.